Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakiza. Bonsoir et bienvenue dans Focus Sahel pour une perspective unique sur la région. Et chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au menu ce soir, l'État burkinabé reprend les mines d'or de Boungou et Wagnon pour 90 millions de dollars, espérant relancer le secteur aurifère malgré la baisse de la production. Quel bilan faut-il tirer du premier anniversaire de l'Alliance des États du Sahel, AES, et de son retrait de la CEDEAO? Nous en parlons dans notre fait marquant de la semaine avec Seydi Kaba. Mais ça oui, les agriculteurs soudanais adoptent l'énergie solaire pour surmonter la crise de l'eau et de l'électricité causée par la guerre civile. Projet Al-Barka au Mali, un soulagement pour les villages de Koro dans la région de Baindagara grâce à de nouveaux points d'eau financés par l'USAID. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Encore une fois, bienvenue. À la fin du mois d'août 2024, l'État burkinabé a repris le contrôle des mines de Boungou et Wagnon, autrefois exploitées par les sociétés Endeavour et Lilium. Cette décision fait suite à un litige entre les deux entreprises sur la cession de ces mines, litige qui a nécessité une intervention étatique pour le résoudre. Ces deux mines, qui renferment encore plus de 40 tonnes d'or, sont essentielles pour l'économie du pays, bien que la production aurifère du Burkina soit en baisse depuis 2022. Cependant, la récente hausse des prix de l'or sur le marché offre un espoir de redressement pour le secteur. Plus de détails dans ce reportage de Gilles Dasda, un de nos correspondants au Burkina. Depuis le 26 août dernier, l'État burkinabé a repris possession des mines de Boungou et Wagnon. La procédure intervient suite à un différend qui opposait deux sociétés minières, Endeavour et Lilium. Une situation que nous explique Sandrine Sawadogo, journaliste et directrice de publication de l'Économiste du Faso. En 2023, la société Endeavour Mining avait décidé de vendre ces deux mines-là, Boungou et Wagnon, à la société burkinabé Lilium Mining. Et le processus de vente a créé des divisions au niveau des deux sociétés-là. Elles ne s'entendaient pas et elles envisageaient d'ester en justice, justement pour que la justice tranche sur la cession de ces deux mines. Endeavour va donc engager les procédures judiciaires contre Lilium à Paris et Londres pour rentrer dans ses fonds. L'intervention de l'État met un terme à cette crise, mais la reprise en main des deux mines a un coût évoqué lors de la signature de la convention par Aboubakar Nakanabo, ministre des Finances du Burkina. L'État doit payer 60 millions de dollars et plus des redevances qui vont être payées sur une production de 400 000 onces, ce qui, si on s'en tient au cours actuel de l'or, vont tourner autour de 30 millions, donc en tout 90 millions de dollars que l'État doit payer pour acquérir ces deux mines. Et ce n'est qu'un début parce que l'État va encore travailler à exploiter d'autres mines. Les mines de Wagnon et Boungou ont encore un potentiel de plus de 40 tonnes d'or à exploiter. Selon des experts que nous avons joints, la mine de Boungou, située dans l'est du pays, une zone à fort défi sécuritaire, pourrait reprendre ses activités arrêtées depuis plusieurs mois. Depuis 2022, la production d'or au Burkina est en recul, passant de plus de 67 tonnes en 2021 à 56,8 tonnes en 2023. Et 2024 semble suivre la même tendance selon les statistiques officielles. Entre janvier et juillet de cette année, la production est d'un peu plus de 31 tonnes d'or, soit une baisse de 3,5% par rapport à la même période en 2023. Mais le plus important reste le prix sur le marché, selon la journaliste Sandrine Sawadogo, spécialiste de l'information économique. Ce qui est relativement important quand on sait que l'or est le premier produit exportateur, le premier produit que le Burkina vend sur le marché international. Donc une baisse de cette production-là peut engendrer une baisse des ressources que l'État peut acquérir quant à la vente de cet or. Maintenant, comme il s'agit d'un métal qui est assez précieux, qui est coté, la valeur de l'or, même souvent quand on remarque si la production
dans un pays est en baisse, il y a des moments où la valeur de l'or augmente. Donc il faudrait pouvoir comparer la baisse de la production au premier trimestre 2024 par rapport à la vente au prix réel de l'once sur le marché. Donc peut-être que ta production a baissé, mais l'or a pris de la valeur, donc c'était un peu plus rentable. Depuis janvier 2024, le coût de l'once est effectivement en hausse. Une bouffée d'oxygène pour le secteur minier burkinabé touché par la crise sécuritaire qui a provoqué la fermeture de certaines grandes mines dans des zones difficiles d'accès. Gilles Dasda, Ouagadougou, VOA Afrique. Gilles Dasda est en ligne avec nous pour creuser davantage sur les enjeux autour de cette décision du gouvernement burkinabé. Gilles Das, bonsoir. Bonsoir Eric. Alors, comment le secteur privé burkinabé réagit-il à la décision de l'État de reprendre ces mines d'or? Est-ce perçu comme une opportunité ou une menace pour l'investissement privé dans le secteur minier? Alors, un peu des deux, Eric. De ce que je sais déjà, c'est que la réaction est plutôt positive parce qu'il y avait un problème de paiement et l'État a repris les mines. Et c'est donc l'État qui doit payer ce qui était dû à la société Endeavour. Donc, cela est plutôt bien perçu dans le privé car Endeavour va donc rentrer dans ses fonds et le différend va s'éteindre. Mais pour beaucoup, il y a d'autres inquiétudes quant à l'avenir. Certains privés s'inquiètent que l'État ne veuille pas aller plus loin, à savoir essayer de nationaliser carrément et de force certaines mines. Bien sûr, on est encore dans de la politique fiction et ce n'est pas encore le cas. Et pour le moment, de ce que je sais aussi, il y a plein de privés qui sont encore en attente pour avoir les permis d'exploitation des mines iriques. Gildas, quelle est la perception de la population burkinabé concernant la reprise des mines par l'État en termes d'impact direct sur leur vie quotidienne? Eric, pour le Burkinabé, je vais dire lambda, ça sonne un peu comme une bonne nouvelle, hein. À savoir, on pense que le fait que l'État soit propriétaire des mines, on espère que les retombées financières seront beaucoup plus grandes. Alors, au Burkina, ici, certains affirment clairement que c'est une révolution et que c'est ainsi que les révolutions doivent agir. Mais il faut déjà le dire, pour la mine de Bungu, il faut réussir à sécuriser la zone pour pouvoir exploiter cette mine pleinement. Ça, c'est d'un. Et de deux, le ministre a assuré que les emplois seraient maintenus. Maintenant, quant à l'autre point de votre question, il reste à savoir effectivement si l'État sera plus prompt à réinvestir dans les communautés locales pour un développement plus efficient. Et de par le passé, hein, on a vu que c'était pas vraiment le cas quand l'État possédait des mines. Je peux par exemple vous citer le cas de la mine d'Inata qui était en possession de l'État, mais le développement aux alentours et dans la communauté n'était pas si visible que cela. Mais bon, pour le reste, on attend un peu de voir clairement comment les choses vont se positionner, Eric. Merci Gilles Dasda pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes notre correspondant à Ouagadougou au Burkina Faso. Nous avons quelques commentaires à vous lire de nos téléspectateurs sur notre page Facebook. Je commence par Charles Bazema qui dit, je cite, « Les richesses naturelles d'un pays doivent avant tout bénéficier à sa population et c'est ce que les autorités burkinabées semblent avoir compris depuis le début de l'exploitation de l'or au Burkina Faso. Cependant, en tant que peuple, nous n'avons pas encore constaté de répercussions significatives sur le plan économique, ni d'amélioration notable en matière d'infrastructures routières, sanitaires ou autres. Avec cette reprise, il est à espérer que les autorités, conscientes des enjeux actuels, œuvrent pour un véritable progrès. » Signé Charles Bazema. Alphonse Mbouaki à Kinshasa, il dit, je cite, « Les pays du Sahel et d'Afrique se concentrent trop sur les ressources minières et pétrolières alors que ces marchés sont instables. Il est crucial de diversifier les ressources de revenus pour compenser les fluctuations des prix internationaux. La richesse minière peut contribuer au développement si les contrats sont équilibrés, offrant des bénéfices substantiels aux États et des infrastructures aux communautés locales, écoles, hôpitaux, routes, etc. En outre, l'Afrique devrait explorer des secteurs comme le numérique et l'agriculture pour renforcer durablement ses économies, à l'image du Japon qui a développé une économie forte sans dépendre des ressources minières. » Commentaire signé Alphonse Mbouaki. Nous approfondissons la question de ces mines au Sahel avec Fahri Rahman Rodrigue Koné, responsable du projet Sahel pour l'ISS, Institut d'études et de sécurité. Bonsoir Rodrigue.
Bonsoir. Merci d'être avec nous dans cette édition de Focus Sahel. Pensez-vous que la reprise des mines de Boungou et Wagnon par l'État pourrait constituer une relance stratégique pour l'économie du Burkina Faso, notamment en termes de création d'emplois et d'augmentation des revenus liés à la hausse des prix de l'or? Je dirais que tout va dépendre du modèle de gestion que l'État va mettre en place. Mais en tout état de cause, on va dire que ce sont des mines qui ont un fort potentiel économique, surtout dans un contexte, comme vous l'avez rappelé dans votre reportage, dans un contexte où les prix de l'or connaissent une hausse jamais inégalée depuis plusieurs années. Donc, la volonté de que bénéfique pour le pays et ses populations, mais comme je le dis, à condition que les autorités lèvent un ensemble de défis. Et votre reporter a soulevé déjà un premier défi qui est le défi sécuritaire pour sécuriser les exploitations, les opérations d'exploitation, mais aussi toute une dimension qui est liée à la gouvernance et à la gestion rigoureuse de cette manne. Comment évaluez-vous la gestion de la manne minière dans le développement économique des pays du Sahel? Je crois que les pays du Sahel, les mines représentent pour beaucoup dans les recettes fiscales. L'or est en général l'une des premières recettes d'exportation et toute l'économie liée à cette fiscalité-là constitue une des sources importantes de revenus pour le fonctionnement de l'État, pour que l'État puisse faire face à certaines dépenses, notamment la masse salariale et d'autres investissements importants. Mais on peut bien se poser des questions, vraiment jusqu'à présent, sur l'efficacité économique de cette économie. On le dit au Sahel que l'or brille au Sahel, mais il ne brille pas toujours pour toutes les populations. Il n'y a qu'à regarder les conditions de vie des populations qui sont riveraines de ces zones d'exploitation, qui ne sont pas toujours des conditions envieuses, manque d'infrastructures routières, d'accès aux services sociaux de base. La liste, elle est longue. Donc, pour l'instant, ce modèle-là n'a pas encore véritablement impacté, transformé qualitativement la vie des populations. Alors, le Sahel est doté de ressources naturelles abondantes et attire beaucoup de convoitises. Selon vous, comment cette richesse minière peut être exploitée pour favoriser le développement durable des pays de la région? C'est une question qui revient sans cesse. On part d'un modèle à un autre. Pour l'instant, nous passons d'un modèle du marché où abondamment étaient impliquées les multinationales internationales dans l'exploitation de ces zones aurifères, conseillées aussi par les institutions financières internationales. Le projet étant de créer un marché, mais un marché qui devrait impacter de façon qualitative le développement dans ces États, surtout en termes de développement local pour les populations. Seulement, ce modèle n'a pas véritablement fonctionné ou ne fonctionne pas toujours. Cela demande une rigueur dans la régulation, dans la gestion de la part de l'État. Nous savons que nos États font face à des déficits structurels en termes de gouvernance, au point où cela n'a pas donc marché. Donc, pour que cela marche, il faut véritablement un État qu'il revient. On voit un retour de l'État. Donc, dans l'économie, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais il faudrait que cet État arrive à instaurer des règles de gouvernance, de gestion rigoureuse et un suivi très serré qui puisse permettre effectivement de pouvoir créer un écosystème de redistribution économique plus juste et qui permettrait à entraîner toute une niche ou tout un ensemble d'acteurs dans la dynamique économique. Il y a la production des industries, des compagnies en elles-mêmes, des industries, mais il y a tout l'écosystème derrière. Les entreprises sous-traitantes qui doivent être nationales, qui doivent, elles, également embaucher des personnes. Et donc, si le modèle est très bien géré, cet effet de ruissellement de la production et des revenus auprès des populations serait véritablement effectif. Donc, c'est une rigueur dans la gestion, dans la gouvernance et aussi un sérieux qui devrait permettre d'attirer des investisseurs, même si l'État est présent, créer un modèle dans lequel des acteurs privés pourraient également entrer dans le processus de sorte
à créer une gestion vertueuse. Rapidement, face aux défis sécuritaires qui entravent l'exploitation des ressources minières au Sahel, quelle stratégie les pays sahéliens pourraient-ils adopter pour surmonter ces obstacles et assurer une extraction durable? Il nous reste moins de 30 secondes. Je dirais que c'est le défi numéro 1 actuellement. Il faut donc une stratégie sécuritaire qui soit holistique, qui aille au-delà de l'action militaire simple, parce que les défis qui sont liés autour des ressources créent également des vulnérabilités qui sont exploitées par les groupes extrémistes violents et créent un intérêt. Donc, il faut une stratégie, je dirais, de sécurisation qui intègre l'action militaire, mais qui ne se limite pas à elle et qui intègre des dimensions de développement local de sorte à couper l'herbe sous le pied des groupes qui exploiteraient les vulnérabilités autour de la production de ces ressources importantes pour les pays du Sahel. Merci Fari Rahman. Rodrigue Koné, responsable du projet Sahel pour l'ISS, Institut d'études et de sécurité. Merci beaucoup pour votre expertise. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Dans le village de Messaoui, au nord du Soudan, les agriculteurs se tournent vers l'énergie solaire comme solution face aux pénuries croissantes d'eau et d'électricité exacerbées par la guerre civile. Davantage avec Michel Joseph. Les rayons du soleil frappent les champs de Messaoui, où les panneaux solaires deviennent des alliés précieux pour les agriculteurs. Abdullah Ali, un agriculteur local, explique les avantages de cette technologie dans un contexte de pénurie. L'énergie solaire fonctionne 12 heures par jour, ce qui est suffisant pour irriguer 2 hectares en été et 1,5 hectare en hiver. Cela signifie que l'énergie solaire nous permet d'irriguer 10 à 12 acres par semaine. Cependant, cette source d'énergie vitale n'est pas sans obstacle. Les pénuries d'intrants de production, notamment les pièces essentielles pour le système solaire, ont un impact direct sur la capacité des agriculteurs à maintenir leurs activités. Abdullah Ali souligne que les coûts de production ont également connu une flambée alarmante. Le projet a été affecté par la guerre parce que le prix de tous les intrants de production a doublé. Par exemple, le prix d'un sac d'engrais est passé de 18 000 à 50 000 livres soudanaises immédiatement après la guerre. Abd el-Monim Mohamed Al-Hassan, un autre agriculteur de la région, décrit l'impact économique et social de la guerre. La guerre nous a affectés, ainsi que tout le Soudan, et en particulier Messaoui, parce que les travailleurs ici ont des revenus limités et dépendent du financement des banques. Mais après la guerre, le financement des banques a cessé et les organisations gouvernementales qui avaient l'habitude de nous soutenir ont également cessé. Les conséquences dramatiques de la guerre se manifestent également par la diminution des surfaces cultivées, qui sont passées de 1400 à 400 acres en raison de pénurie d'eau. Cette réduction significative reflète la difficulté croissante d'adapter les pratiques agricoles aux nouvelles contraintes imposées par le conflit. Malgré ces défis, certains trouvent un réconfort dans la résilience et la solidarité retrouvée. Ahmed El-Ser Ali, un agriculteur déplacé de Khartoum, partage un aspect positif de la situation. Cette expérience est l'un des points positifs de la guerre. Elle nous a permis de sortir de l'atmosphère de choc et nous éloigner du bruit des bombes. Lorsque nous sommes arrivés ici, nous étions très traumatisés. Heureusement, notre état psychologique s'est amélioré au cours des premiers mois lorsque nous avons retrouvé nos familles et l'agriculture.
À Messaoui, l'énergie solaire représente une lueur d'espoir pour les agriculteurs, confrontés à un environnement de plus en plus difficile. La guerre continue de peser lourdement sur la vie quotidienne des agriculteurs, mais leur détermination à surmonter ces obstacles et à maintenir leurs moyens de subsistance est un témoignage de résilience face à l'adversité. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger vont lancer de nouveaux passeports biométriques pour renforcer leur alliance, harmoniser leurs documents de voyage et développer les infrastructures de transport et communication, marquant un an de l'Alliance des États du Sahel. C'est notre fait marquant de la semaine que nous abordons avec l'analyste Seydik Abba, journaliste, écrivain et chercheur sur le terrorisme dans le Sahel. Bonsoir Seydik. Bonsoir à vous et bonsoir à vos auditeurs. Merci encore une fois d'être avec nous. Quel bilan dressez-vous un an après la création de l'AES et en quoi, selon vous, cette nouvelle entité a-t-elle concrètement bénéficié aux pays membres et à leur population? Non, je crois que comme tout bilan, celui de l'AES a des forces et des faiblesses. Je parlerai d'abord des forces de ce bilan. Vous savez, l'AES repose sur le projet de créer une architecture de défense et de sécurité commune. Et sur ce plan, on peut mettre au crédit de l'AES d'avoir en un an déjà organisé des manœuvres militaires conjointes, en mai au Niger dans la région d'Ottawa, dans le nord-ouest, ou aux manœuvres qui ont associé les armées du Niger, du Burkina Faso, du Mali, mais aussi des forces invitées du Togo et du Tchad. Donc, ces manœuvres ont lancé concrètement, il y a eu encore à plus de cela. Aujourd'hui, il y a des officiers de chacun des pays dans chacun des trois capitales. C'est-à-dire que vous avez des officiers nigériens au Burkina, des officiers nigériens au Mali et vice-versa. Donc, il y a quand même une démarche de mutualisation, de construction d'une réponse transnationale à un défi qui est devenu lui aussi transnational. Il y a aussi, au crédit de l'AES quand même, il faut mettre la volonté d'avoir une diplomatie commune qui se traduise par des prises de position communes. La dernière en date, c'est la saisine du Conseil de sécurité par les diplomaties des trois pays, au sujet de l'implication de l'Ukraine dans les événements de Tizawaten. Donc, il y a quelques acquis, sans compter maintenant les acquis institutionnels, puisque des réunions ont permis de créer tout l'arsenal réglementaire du fonctionnement de l'AES, y compris de la conférence des chefs d'État, dont la conférence s'est tenue en juillet dernier à Niamey et qui a permis de désigner le président du Mali comme président en exercice. Mais il y a aussi les faiblesses, c'est le rétrécissement de l'espace démocratique, de l'espace civique et l'absence d'agenda, de visibilité électorale dans aucun de ces deux pays aujourd'hui. On ne sait quand est-ce que la transition va se faire, quand est-ce que les institutions démocratiques vont se mettre en place. Et puis, il y a aussi, sur le plan économique aussi, des défis que ces pays ont dû affronter. Maintenant, pour ce qui est de ce que les populations peuvent retenir, à mon avis, un an, c'est trop tôt pour faire un bilan, mais c'est assez déjà pour voir l'orientation que ça prend. Je donne par exemple, au titre de comparaison, le G5 Sahel a été créé en 2014, il s'est éteint en 2022, et donc il a fallu 8 ans pour qu'on fasse un vrai bilan. Celui de l'AES aussi viendra un jour, un vrai bilan, mais on voit déjà l'orientation que ça prend. Alors, maintenant, quel que soit ce qui va arriver, l'AES aura changé le paradigme des relations entre ces pays et les partenaires. La relation verticale qui a été mise en place depuis l'indépendance a changé. Aujourd'hui, il y a un vent de souveraineté qui est assumé par les États et qui est soutenu par les populations. Oui, ça dit qu'il nous reste moins de 2 minutes. J'ai encore 2 questions. On va essayer d'avoir des réponses sur les deux. Peut-on vraiment espérer une amélioration des conditions de vie des populations tout en restreignant la liberté d'expression et d'association, ou ces restrictions risquent-elles de compromettre les objectifs de développement à long terme? Non, il faut absolument renforcer la liberté. Tant qu'il n'y a pas de liberté, il n'y aura pas de création. Et tant qu'il n'y a pas de liberté, il n'y aura pas de libre circulation des personnes et des biens. Autant l'intégration entre les pays est une bonne chose, autant l'absence de liberté est un frein à leur développement. Il est important qu'on concilie le développement, la poursuite des objectifs de développement avec le respect des libertés
et le respect de l'agenda démocratique aussi. Alors, les pays de l'AES prévoient de mettre en place les infrastructures nécessaires, notamment dans les domaines de transport, de la communication et des technologies de l'information, afin de renforcer la connexion entre les trois pays. Avec quels moyens? Oui, je pense que si les designs des projets sont crédibles, ils peuvent mobiliser le financement international. Chacun des pays a aujourd'hui la capacité de mobiliser sur le marché régional international des obligations qui peuvent, et cela peut être complété aussi avec des partenariats, avec la Chine, avec la Turquie, avec d'autres acteurs, puisqu'il ne faut pas oublier que ces pays, on vient d'en parler, ont de l'or, ont de l'uranium, ont du pétrole, qui intéressent les investisseurs internationaux. Et à mon avis, il ne sera pas difficile de mobiliser le financement, mais c'est la conception du projet, leur crédibilité qui fera en sorte que le financement puisse être obligé rapidement. Merci beaucoup, Sedik Abba, pour toutes ces précisions. Nous aurons l'occasion d'y revenir et de fouiller davantage. Merci. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain et chercheur sur le Sahel. Merci beaucoup. Le projet Al-Barka, financé par l'USAID, a installé des points d'eau dans 3 villages du cercle de Koro, dans la région de Baindagara, au Mali, soulageant les femmes, autrefois contraintes de parcourir de longues distances pour trouver de l'eau potable. Cette initiative vise à améliorer les conditions de vie dans les zones touchées par le conflit. Les autorités saluent cette aide vitale de Koro, dans le centre du Mali. La correspondance de Tidiani Ouedraogo. Plusieurs villages du cercle de Koro souffrent du manque d'eau potable. Dans le village de Somanagoro, dans la commune de Barapiredi, les femmes sont les plus affectées par cette situation. Elles parcourent des kilomètres à la recherche de l'eau. Les femmes souffrent de cette pénurie d'eau. Il faut des solutions. Nous utilisons l'eau des mares pendant l'hivernage avec le risque de maladie. Somanagoro n'est pas unique. Dans ces localités, l'accès difficile à l'eau fragilise la résilience des populations déjà affectées par l'insécurité. L'USAID, à travers le projet Al-Barka, a financé des points d'eau dans 3 villages afin d'amoindrir la souffrance des femmes. Et cette remise sera faite d'abord au maire, qui à son tour va remettre les ouvrages officiellement aux communautés. C'est le lieu aussi pour moi de remercier le projet Al-Barka, qui est un financement du gouvernement américain à travers l'USAID, qui vise principalement à l'amélioration des conditions de vie des communautés dans les zones touchées par le conflit. Un ouf de soulagement pour les femmes de ces localités qui n'auront plus besoin à parcourir des kilomètres pour se procurer de l'eau. Maintenant, nous avons l'eau. Il est facile pour nous de faire la lessive, de préparer. Avant, on se levait la nuit pour chercher de l'eau. Les autorités de Koro, tout en exprimant leur joie, attirent l'attention des partenaires sur le problème de l'eau dans plusieurs villages du cercle. Je suis très content de ces différentes addictions d'eau dans ces 3 villages-là. Vu les nécessités qui se posaient dans ces localités. Par d'eau, par de santé. Sans eau, il n'y a pas de santé. Le projet Al-Barka est un financement du gouvernement américain qui vise principalement l'amélioration de la sécurité alimentaire et la résilience des communautés dans les zones affectées par les conflits. Tidjani Ouedraogo pour VOA Afrique, Koro. C'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leurs expertises et leurs points de vue. Enfin, je tiens à saluer le travail de nos correspondants qui se sont surpassés pour vous apporter ces nouvelles de la région. Eric Manelakiza a été avec vous au micro. Joselle Morissin, Trésor Matondo ont assuré la production et la réalisation. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel et nous vous disons à très bientôt. Au revoir. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage.
Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux.